Bonjour, je suis ravie de pouvoir vous présenter un sujet qui me tient à cœur et j'espère vraiment très fort qu'à l'issue de ce petit entretien, vous aurez compris comment s'installe une dépendance ou une addiction. Car comprendre ce qu'est une dépendance ou une addiction et quand on est concerné personnellement ou qu'on a des proches qui sont concernés par une addiction, il est fondamental de le comprendre pour pouvoir bien prendre en charge cette problématique. Alors, qui suis-je d'abord? Je suis Gabrielle Erard, je suis médecin généraliste au départ. Et très vite, je me suis intéressée à la problématique addictive, les addictions. D'abord parce que il me semblait qu'autour de moi, bon nombre de personnes qui étaient concernées par cette problématique n'étaient pas correctement prises en charge, pas correctement écoutées, pas correctement entendues. Et secondairement parce que c'est un sujet passionnant qui me permet de faire la médecine que j'ai envie de faire. Voilà, donc on va prendre un petit peu de temps pour évoquer cette question. Et puis, vous pourrez en débattre avec des proches, avec votre médecin ou peut-être avec un addictologue si vous en avez l'occasion par la suite. Je suis médecin, mais je suis aussi psychothérapeute et vous comprendrez ultérieurement pourquoi c'est intéressant d'avoir cette double valence. Et je m'occupe en particulier de la problématique des psychotraumatismes. Voilà pour les présentations. Donc, pourquoi comprendre ce qu'est cette maladie, qui est l'addiction? Pour agir et, si possible, pour en guérir. La maladie addictive, l'idéal, c'est de ne pas y entrer. Mais quand on y est, ce qu'il faut, évidemment, c'est en sortir. Et en sortir, si possible, en ne payant pas l'ardoise trop cher, et puis en sortir le plus tôt possible. Alors, pour en sortir, indéniablement, quand on est concerné par une maladie addictive, il vaut mieux se faire accompagner par un professionnel de santé et on fera une équipe, le patient et le professionnel de santé. Médecins, psychologues, infirmiers, aujourd'hui il y a même des kinésithérapeutes qui s'occupent de cette question-là, des dentistes, des pharmaciens, bref, des sages-femmes aussi, les professionnels de santé sont tous concernés par cette problématique et j'espère que vous pourrez rencontrer quelqu'un qui vous prendra en charge correctement. Alors pourquoi se faire accompagner? Vous allez le comprendre dans un instant. C'est quelque chose parfois d'assez complexe, mais au bout du compte, comprendre cette maladie est fondamental parce que vous serez vraisemblablement l'acteur principal de votre guérison. Alors, l'addiction, première chose qu'il faut comprendre, c'est une maladie. On n'a pas tendance à penser ça. Pendant des années, on a pu penser que c'était un vice, que c'était un défaut, que c'était un travers. Non, c'est une maladie et c'est une maladie chronique. Alors pourquoi on dit chronique? Parce qu'elle est caractérisée par des phases de rémission quand on se sèvre et puis parfois par des phases de rechute. Donc une maladie chronique qui va possiblement nous concerner un certain temps, parfois assez long, je l'espère le plus court possible, et qu'il va falloir effectivement en sortir. Alors le mot addiction, c'est un mot qu'il est peut-être intéressant de comprendre parce que c'est un mot qui était un mot latin, addictus, qui est passé dans la langue anglaise, addiction, et qui est revenu en France sous le mot addiction. Alors, ad en latin, ça veut dire contre, et diction, c'est contre moi, en fait. Alors déjà, c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre. Et le mot addictus en latin avait une signification vraiment très importante à connaître. On disait de quelqu'un qu'il était addictus lorsque cette personne avait contracté une dette envers une autre personne et qu'elle ne pouvait pas rembourser sa dette. Et ne pouvant pas rembourser sa dette, elle mettait sa personne au service de l'autre en tant qu'esclave. Donc en fait, le mot addiction a vraiment du sens puisque, vous allez le voir, on devient vraiment esclave dans un certain nombre de cas. Et au départ, on a l'impression d'aller volontairement, par choix, vers un certain comportement. Il n'est pas rare, voire très fréquent, qu'on se rende compte, après quelques années, qu'on est piégé, qu'on est enfermé, qu'on est prisonnier, qu'on est devenu dépendant. Donc,
l'idée est vraiment de s'intéresser à cette question de la dépendance. Alors, est-ce que tout le monde a le même risque de devenir dépendant et est-ce qu'il y a des addictions ou des dépendances plus graves ou moins graves que d'autres? Alors, on s'est rendu compte en fait que y avait déjà un piège dans lequel il ne faut pas tomber, c'est que nous faisons tous, on a un peu tendance à faire un parallèle entre importance de mes consommations, par exemple, et le risque d'être dépendant. Et en fait, ce n'est pas si vrai que ça. C'est-à-dire qu'il y a des dépendances, par exemple la dépendance à l'alcool, la dépendance au cannabis, la dépendance aux produits opiacés, où si on passe d'une dépendance, enfin d'un usage peu important, un usage moyen, des hautes consommations, pour ces addictions-là, plus on a affaire à des dépendances et à des consommations importantes, plus le risque de devenir dépendant va augmenter. Il y a une dépendance qui ne répond absolument pas à cette définition, c'est la dépendance au tabac. Et en fait, qu'on consomme peu, qu'on consomme moyennement ou qu'on consomme beaucoup, eh bien le risque d'être concerné par une dépendance ou une maladie addictive est quasiment le même. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir en tête et ne pas se rattacher à « oh ben moi je bois pas beaucoup » ou « moi je ne fume qu'un tout petit peu »,« oh ben moi je me prends qu'un pétard de temps en temps ». On n'est pas dans la définition de l'addiction, vous allez le voir. Les consommations aujourd'hui, et je ne vais pas omettre de vous dire qu'on peut devenir addict ou dépendant d'un comportement sans produit. Pour ce qui est des produits, les consommations chronologiquement s'installent de façon à peu près univoque dans la population, en France en tout cas. On commence souvent par le tabac, très vite le cannabis peut intervenir dans notre vie et puis l'alcool va arriver après. Il peut ensuite y avoir les produits opiacés. Actuellement, on voit une forte hausse des consommations de cocaïne. Donc vous avez bien noté, on peut devenir dépendant, addict, d'un comportement sans qu'il y ait consommation de produits. Alors comment ça se déroule tout ça? On va bien essayer de le comprendre. Le mécanisme de la dépendance, il y a en fait 3 couches dans la dépendance. On va bien comprendre, possibilité d'installer d'abord une dépendance psychologique, puis très vite, avec la dépendance psychologique, vont s'installer des habitudes, des réflexes, des automatismes, et ça, c'est la dépendance comportementale. Et d'ailleurs, on parle très souvent de dépendance psycho-comportementale. Et chez certaines personnes, va s'installer une dépendance pharmacologique ou chimique. Et là, c'est le cerveau qui réclame sa dose, soit sa dose de ce comportement dont je suis devenu dépendant, soit sa dose de substance. Dans ce triplé de dépendance, on peut rajouter que la maladie addictive à proprement parler est très souvent caractérisée par l'association d'un trouble de la régulation émotionnelle. C'est-à-dire qu'en fait, vraiment, les formes très complexes de dépendance, qu'on va vraiment appeler les maladies addictives, sont associées à un trouble de la régulation des affects, et on va le comprendre dans un instant, assez souvent associé à la notion de psychotraumatisme. Et on verra de quoi il s'agit. Alors, la dépendance, en fait, c'est une histoire d'amour. Une histoire d'amour qui risque de ne pas très bien se terminer, parce qu'on va essayer à un certain moment de se séparer de ce comportement ou de ce produit. Mais en fait, il faut bien comprendre qu'on n'est pas tous vulnérables de la même façon. Vous êtes en train de m'écouter, vous êtes en train de me regarder, je suis sûre que vous avez autour de vous des personnes qui ont peut-être un usage d'alcool, mais qui ne semblent pas en être dépendants. Vous avez sans doute autour de vous des gens qui ont pu consommer du cannabis de temps en temps et ne pas en devenir dépendants. Vous avez des gens qui font du saut à l'élastique et qui clairement n'en sont jamais devenus dépendants. Puis vous avez même des sportifs qui ne sont pas accros. Donc, qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Pourquoi moi, je serais devenu dépendant, addict de mon comportement ou de mon produit? Alors, il s'agit en fait de quelque chose qui est tridimensionnel. Pour développer une dépendance, clairement, c'est l'histoire d'une rencontre entre un individu,
Un individu qui a son histoire, qui a sa génétique, qui a sa biologie, qui a ses représentations personnelles sur la vie, sur la société. La rencontre entre un individu, un produit ou un comportement. Ce produit a des caractéristiques pharmacologiques particulières. Est-ce qu'il va se fixer sur les neurones ou pas? Est-ce qu'il a une puissance particulière et à quel endroit de mon cerveau ça va se fixer? Comment il est éliminé, etc. Et puis le comportement, est-ce que ce comportement génère des modifications biologiques dans mon cerveau en particulier ou dans mon système nerveux périphérique? Et tout cela, cette rencontre, se fait dans un environnement donné. Cet environnement, d'ailleurs, dans les premiers usages, le cerveau, lui, va s'en souvenir. Et ça va être le support de la dépendance psycho-comportementale. Parce que s'il y a quelque chose que le cerveau est capable de faire, c'est vraiment de mémoriser, et parfois de mémoriser de façon très silencieuse. Donc en fait, pour qu'il y ait une dépendance à un moment, il faut que ça matche. C'est-à-dire qu'on va le voir tout à l'heure, il faut bien que ça colle entre cet individu que je suis, le produit ou le comportement que j'expérimente une première fois, peut-être 2 ou 3 autres fois, tout ça dans un environnement que mon cerveau va bel et bien mémoriser. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, la dépendance, c'est comme une histoire d'amour. Donc, il va y avoir une première rencontre. Une première rencontre, j'expérimente ce comportement. Alors, vous m'entendez? Je vous parle de comportement. Tout ne commence pas par un produit. C'est pour ça d'ailleurs qu'on peut devenir addict d'un comportement sans consommation de produits. Il y a une première rencontre. Et là-dedans, il y a des vulnérabilités ou des caractéristiques qui vont intervenir chez chacun, qui sont là aussi des caractéristiques socio-culturelles. On ne va pas avoir le même risque ou la même chance de rencontrer de l'alcool, par exemple, dans les pays musulmans que dans des pays européens. Il y a des facteurs environnementaux. Les gens qui sont plutôt assez solitaires ne vont pas avoir les mêmes rencontres que des gens qui sont très sociables, par exemple. Et ça dépend qui on va fréquenter quand on a 14 ou 15 ans, par exemple, ou plus tard. Et puis, il y a des facteurs génétiques. Et oui, la génétique intervient dans la notion de l'expérimentation. Je suis sûre que si vous êtes plusieurs là, à m'écouter et à me regarder, vous avez autour de vous des gens qui indéniablement n'ont pas un tempérament à aller expérimenter des choses nouvelles. Donc l'expérimentation de la nouveauté, le goût pour la nouveauté, est génétiquement déterminé à 70%. Vous regardez dans la cour d'une école, vous mettez un nouveau jeu dans la cour de l'école, vous allez avoir 3 catégories d'enfants, des enfants qui foncent directement et qui vont essayer le nouveau jeu, qui d'ailleurs a se casser la figure, mais ça fait partie des expériences. Vous avez des enfants qui regardent d'abord les autres y aller, et puis ils vont prendre un petit peu la leçon de la chose et y aller secondairement. Puis vous avez des enfants qui ne vont pas y aller. Oui, la génétique intervient à 70% dans la notion de l'expérience. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important à comprendre. Donc on n'est déjà pas égaux les uns et les autres en face de la première rencontre avec un comportement dont on serait susceptible de devenir dépendant. Ensuite, il y a encore des différences. J'essaye une première fois, je ne sais pas moi, une cigarette par exemple, ou un joint, ou un verre d'alcool. Il y a 3 types de réactions qui sont liées vraisemblablement à des caractéristiques neurobiologiques. Vous avez des gens qui vont avoir ce qu'on appelle une aversion. Vous en connaissez certainement, le premier verre d'alcool, je vais vomir, par exemple. Ou bien, première cigarette, je vais tousser comme je ne sais pas quoi, puis je vais vomir après. Vous avez des gens qui vont avoir un effet neutre. Quand vous leur demandez leur expérience, leur première expérience avec une cigarette, qui vont vous dire « bon là là, moi ça m'a strictement rien fait ». Et puis, vous avez, dans 80% des cas, ce qu'on appelle un renforcement. Et c'est là que le bas blesse. Qu'est-ce que ça veut dire un renforcement? Ça veut dire que
je perçois lors de cette première expérience que ça peut m'apporter quelque chose. Et évidemment, un cerveau qui va vite constater que ça peut m'apporter quelque chose, il aura un peu tendance à se dire « mais je pourrais peut-être recommencer ». Renforcement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que soit ça m'apporte quelque chose d'agréable, la notion de plaisir, ça m'apporte un plus, ou bien ça me soulage. Ça me soulage de quelque chose qui ne va pas chez moi. Ça me soulage de la timidité, ça me soulage de l'isolement, ça me soulage de mes peurs, ça me soulage du stress que je ressens à ce moment-là dans ma vie. Ça me soulage de ma culpabilité. Bref, ça soulage une émotion négative. Et puis, troisième cas de figure, à expérimenter ce que je suis en train d'expérimenter, j'ai ce que j'appelle une mise à distance. Alors moi, j'appelle ça l'effet bulle. La mise à distance de ce qui ne va pas. Même si je ne m'étais pas rendu compte d'ailleurs que ça n'allait pas. Ça, c'est ce qu'on appelle le phénomène dissociatif. Vous avez des substances ou des comportements d'ailleurs qui vont entraîner dans mon cerveau, pas de l'oubli, mais une mise à distance de ce qui est en train de se passer là présentement pour moi. Les substances qui provoquent ça, c'est-à-dire de l'effet dissociant, c'est l'alcool, le cannabis, tous les produits morphiniques ou opiacés. Et puis dans les comportements, c'est tous les comportements qui peuvent générer une certaine peur. Parce que quand j'ai peur, mon cerveau, lui, pour me soulager, va libérer de la morphine. Et la morphine va me mettre à distance de cette peur ou de cette douleur. D'accord? Alors ça peut être aussi le soulagement d'une douleur physique ou d'une douleur morale. En tout cas, évidemment, il n'y a pas besoin d'être sorti d'une grande école pour comprendre que quelles sont les personnes qui vont avoir tendance à réitérer les expériences. Les gens qui ont vite une réaction très désagréable avec leur première expérience, en général, ils s'arrêtent là. Bon, à moins d'avoir une pression sociale très importante. Ceux qui vont avoir tendance à réitérer l'expérience, ceux qui ont une réaction neutre, s'il y a une pression sociale assez importante, et évidemment ceux qui ont un renforcement, qu'il soit positif, négatif ou une dissociation. Si je réitère cette expérience, c'est que j'ai senti qu'il y avait de l'intérêt pour moi à consommer. Très vite peut s'installer ce que l'on appelle la dépendance psychologique. C'est-à-dire que mon cerveau a mémorisé dans quelles circonstances j'avais eu de l'intérêt à expérimenter ce nouveau comportement ou ce nouveau produit. Et à chaque fois que je revivrai cette situation, je vais me dire, tiens, je vais consommer, alors c'est très inconscient, parce que ça va m'apporter, ça va me détendre, ça va me soulager, ça va me faire du bien, ça va me permettre d'oublier, ça va soulager ma tristesse, ça va éviter que je me mette en colère, etc., etc. Dépendance psychologique, je consomme parce que ça va me. Très vite, si je réinstalle des consommations, toujours dans les mêmes circonstances, je vais installer la deuxième dépendance, qui est la dépendance comportementale. Je vais bien vous expliquer tout ça tout à l'heure. Et ceux qui sont déjà tombés dans le piège de la dépendance vont vraisemblablement se reconnaître. La dépendance comportementale, c'est plus je vais consommer parce que ça va me, c'est je consomme à chaque fois que. À chaque fois que je suis en soirée, je ne peux pas quand même me passer d'alcool. On ne peut pas faire de soirée et faire une soirée agréable sans alcool. Ah oui? Moi, quand je me mets en colère, pour me clouer le bec, parce que sinon je m'emporterais trop, je vais consommer. Donc, je consomme, non plus pour, mais je consomme à chaque fois que. Et puis, vous avez la troisième étape, qui est la dépendance pharmacologique. La consommation est devenue régulière et ensuite, elle devient nécessaire, voire indispensable. Et là, on a une dépendance pharmacologique. Quand ça devient indispensable de consommer, c'est que là, mon cerveau, mon système nerveux réclame sa dose de substances psychoactives, vous allez voir.
Alors vous devez être un peu troublé, substance psychoactive, quand on fait du saut à l'élastique, pourquoi vous me parlez de substance psychoactive? Vas-y, hein, on a vu tout à l'heure qu'à chaque fois que je saute à l'élastique, j'ai quand même sérieusement la trouille, hein, même si je suis très courageux ou très courageuse, mais mon cerveau à ce moment-là me libère de la morphine. Hein. Donc je peux avoir développé une dépendance morphinique en fait. Hein. Alors, comment comprendre cette histoire? Est-ce qu'on est fou quand on a développé une dépendance psychologique? Ben non. Alors, il y a des chercheurs qui se sont attachés à comprendre cette histoire-là, et ce sont des chercheurs qu'on appelle des comportementalistes. C'est-à-dire, vous savez, ce sont ces chercheurs qui sont dans des laboratoires et qui expérimentent, qui essayent de comprendre les comportements humains, mais à partir de modèles animaux. Alors, ils ont ou des chimpanzés, ou des chiens, ou des rats, ou des souris. Voilà, ce sont les trois modèles, les grands modèles animaux qui sont utilisés dans ce type de recherche. Monsieur Skinner, lui, il avait des rats et il a développé le concept de conditionnement skinnérien pour expliquer la dépendance psychologique. Alors, Monsieur Skinner, il a expliqué une chose fondamentale. Un comportement a d'autant plus de chances d'être renouvelé que ce comportement entraîne de la récompense ou qu'il entraîne un soulagement d'un sentiment négatif. Et ce comportement a d'autant plus de chances d'être évité s'il n'entraîne pas de récompense ou encore pire s'il entraîne de l'aversion. Alors comment a-t-il démontré ça? Il a démontré en plus une chose capitale, c'est que les circonstances dans lesquelles on a eu de la récompense vont être mémorisées très très vite. Alors Monsieur Skinner, lui, il avait des rats de laboratoire, évidemment, et il avait donc des rats qui avaient un capital génétique qui avait été un petit peu travaillé au départ, de façon à ce qu'ils aient tous la même carte ADN. Et il sait que les rats, Monsieur Skinner, ont une propension, dès qu'on les met dans un endroit qu'ils ne connaissent pas, à aller d'abord visiter cet endroit pour tout bien repérer. Et donc, en fait, Monsieur Skinner a imaginé la chose suivante et expérimenté la chose suivante. Il a utilisé des bassines qu'il avait cloisonnées en plusieurs cellules. Dans ces bassines, il a ici tapissé la paroi extérieure de chaque cellule avec des papiers peints différents. Et il a mis des abreuvoirs dans chacune de ces cellules, avec de l'eau. Et une petite cellule photoélectrique ici, à l'entrée de chaque cellule, pour compter le nombre de passages dans chacune de ces cellules. Et puis, il avait je ne sais combien de rats dans son laboratoire. Alors, je dessine très mal, mais vous inquiétez pas, vous allez vite repérer que c'est un rat, n'est-ce pas? Et donc, il met un par un rat au milieu de la bassine. Dans chacun de ces abreuvoirs, il met de l'eau et il va laisser le rat vivre sa vie dans cette bassine un certain temps. Le rat qui va avoir besoin d'explorer va aller en étoile comme ça, de façon complètement indifférenciée, boire un coup à droite, boire un coup à gauche. Expérience suivante. Ils installent dans les différents abreuvoirs de l'eau et par exemple ici, ils vont mettre du glucose, c'est-à-dire du sucre. Le rat continue d'éprouver, d'expérimenter tous ces abreuvoirs et on compte les passages de cellule à cellule. Au bout d'un certain temps, que se passe-t-il? Je suis sûre que vous avez déjà deviné où je veux en venir, mais encore fallait-il le prouver, et c'est M. Skinner qui l'a prouvé. Au bout d'un certain temps à expérimenter tous les abreuvoirs, on voit que le rat va privilégier l'endroit où se trouve l'abreuvoir avec du sucre. Et il ne va plus aller que dans l'abreuvoir où il est capable de se fournir du sucre, parce que vous savez que le cerveau utilise le sucre, il adore le sucre. Hein. C'est la récompense suprême, c'est du sucre. Donc le rat, il est comme nous, hein, il fait ni plus ni moins comme nous, et il va toujours dans cet abreuvoir. Au bout de quelques temps, quand le rat est conditionné de cette façon-ci, eh bien, il enlève le rat de la bassine et il fait l'expérience avec d'autres rats. Secondairement, on va enlever les abreuvoirs de ces cellules
Et on remettra chacun des rats au milieu de la bassine et on regarde ce qui se passe. Et là, M. Skinner a découvert quelque chose de très important qui est ce qu'on appelle le conditionnement de place. C'est-à-dire que le rat, vous le mettez au milieu, il a été préalablement conditionné par du sucre dans un des abreuvoirs, et bien il va aller directement dans la cellule où il y a le papier peint qu'il reconnaît comme étant celui de la cellule où il avait consommé de l'eau sucrée. Conditionnement de place. Voilà, vous devez commencer à vous reconnaître un tout petit peu quand... bah oui, mais là j'ai la soirée avec Germain et Bénédicte. Ouh là 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 là, moi j'ai l'habitude en apéro et en soirée de consommer de l'alcool, quoi. Comment je vais faire pour ne pas consommer? Conditionnement de place, de lieu, de situation. Monsieur Skinner a montré aussi une autre chose, c'est qu'il a fait une autre expérience qui est absolument terrible, c'est que si dans l'expérience préalable avec les abreuvoirs d'eau seulement, il y avait une cellule où, en mettant son petit museau dans l'abreuvoir, le rat se prend une décharge électrique, à l'avenir, il n'ira plus jamais boire de l'eau dans cette cellule-là. Et quand on enlève les abreuvoirs, il évitera par définition la cellule qui a le papier peint où il se souvient qu'il s'était pris un coup de jus sur le museau. Voilà, donc M. Skinner a fait la démonstration de ce que l'on appelle le conditionnement skinnérien pour la notion de récompense. Donc, les gens qui ont développé une addiction ne sont pas des fous, ne sont pas des idiots, ce sont des gens qui ont, comme le rat, et figurez-vous que le rat est un animal très intelligent, développé une dépendance psychologique par le renforcement ou par la récompense. J'espère que vous suivez jusque-là, je n'en doute d'ailleurs pas. On a montré tout à fait autrement que dans les dépendances psychologiques, il va y avoir une sous-classe un peu particulière qui se voit chez des gens qui ont, je vous en ai parlé tout à l'heure, un trouble de la régulation des affects. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est une des choses les plus difficiles à faire. Gérer nos émotions, vous avez remarqué, pas simple du tout. Hein. Les émotions, c'est quelque chose que nous avons tous, hein, des émotions positives, et il y a malheureusement beaucoup plus d'émotions négatives. Je vous rappelle juste en passant qu'une émotion, ça existe hein, dans le cerveau, pour nous alarmer, nous signaler qu'à l'instant T où je vis dans une situation particulière, il se passe quelque chose qui me touche particulièrement. C'est à ça que ça sert, une émotion. Mais nous avons tous appris à répondre de façon, si possible, adaptée à nos émotions et donc aux situations que nous vivons. Il y a une catégorie de gens qui a beaucoup de mal à répondre de façon adaptée à certaines situations et certaines émotions. Ce sont des gens qui ont vécu des psychotraumatismes. On en reparlera tout à l'heure, je l'espère. Et ces gens-là, ils vont avoir besoin, parce qu'ils ont des émotions qui sont provoquées non pas par des événements ou par des situations vécues de l'extérieur, mais par des ouvertures de mémoire traumatique. C'est-à-dire qu'ils vivent quelque chose à un instant T, d'absolument banal pour les autres, mais eux, leur mémoire se souvient d'un tout petit détail, et à cette occasion-là, leur mémoire du passé s'ouvre, et ce qu'ils vivent, ce n'est pas l'émotion liée à l'événement présent, c'est l'émotion qui s'ouvre par l'ouverture d'une mémoire traumatique, d'une mémoire assez ancienne en général. Voilà, et donc c'est dans ces cas-là qu'on a quand même des dépendances psychologiques assez complexes, et vous verrez comment on peut s'en occuper. Vous avez vu tout à l'heure, la dépendance comportementale arrive juste après la dépendance psychologique. Alors qu'est-ce que c'est que la dépendance comportementale? Je vais juste vous l'expliquer sans avoir à vous faire de schéma. Tous les fumeurs, par exemple, parlent d'habitude, de gestes, de réflexes, d'automatisme. Je suis en train de me rendre compte que j'ai peut-être oublié un petit détail. Voilà, l'expérience de Pavlov. Alors, M. Pavlov était aussi un chercheur comportementaliste. Lui, il ne travaillait pas avec des rats, il travaillait avec des chiens. Et tout à fait par hasard, M. Pavlov, un jour, entre dans son laboratoire, pile poil au moment où les techniciens du labo arrivent avec les gamelles de pâté pour les chiens du laboratoire. Ils constatent une chose, les chiens remuent la queue, mais aussi ils constatent un truc, c'est que les chiens, ils salivent. Alors nous, clairement, on n'aurait pas fait ça, mais M. Pavlov a une idée de génie.
il demande aux techniciens de laboratoire de mettre des buvards dans les commissures labiales des chiens de façon à mesurer l'intensité de la salivation. Et il constate un truc, c'est que à chaque fois que le technicien du labo arrive avec la gamelle pleine de pâté, le chien remue la queue, mais aussi il salive. Alors, il est comme nous, hein, le chien. Quand on a un bon petit frichti qui chauffe à la cuisine et que ça sent bon, on a l'eau qui nous vient à la bouche. C'est le début de la digestion, en fait, avant même d'avoir commencé à manger. Nous aussi, on fait ça. Alors, M. Pavlov a une idée. Il se dit, c'est quand même bizarre. Il a demandé au technicien de labo de faire sonner une cloche et de regarder si les buvards sont mouillés par de la salive. En fait, qu'est-ce qui se passe? Rien du tout. La sonnerie, initialement, ne provoque aucune réaction physiologique chez le chien. Les chiens. Il fait la chose suivante. Il va demander au technicien de labo de porter la gamelle de viande au chien, mais en la faisant précéder de la sonnerie. La sonnerie qui était neutre au départ, puisqu'elle ne provoque rien. Il fait précéder une sonnerie, gling gling, puis on apporte la gamelle au chien, et avant même de leur donner la gamelle, on regarde ce qui se passe sur le buvard. Qu'est-ce qu'on constate? Le chien salive, normal. Il voit sa gamelle arriver. Et on va répéter plusieurs semaines d'affilée cette association sonnerie puis gamelle, la gamelle entraînant une attente de récompense par le fait de soulager la faim. Et au bout de quelques temps, M. Pavlov a demandé de présenter la sonnerie, mais de ne plus apporter la gamelle de viande au chien. Qu'est-ce qu'on constate? Oui, vous avez la réponse, évidemment. Le chien salive. Avec vraiment une salivation très importante. Donc, il a mis à jour la notion de conditionnement pavlovien. On a fini par lui donner son nom. C'est un conditionnement que tous les addicts décrivent très très bien. À chaque fois que je rencontre Bertrand, lui, il est en soirée, lui, c'est un fêtard, hein, qu'est-ce que vous voulez? Alors évidemment, moi, je consomme avec lui. À chaque fois que je suis énervée, je pense aller m'allumer une cigarette. À chaque fois que je me retrouve seule dans mon appartement le soir, mon appartement d'étudiant, et que j'ai 3 tonnes de travail à faire, moi je me fume un petit pet, etc., etc. À chaque fois que je me suis disputée avec ma copine, je prends mon scoot, j'oublie complètement mon casque et je vais me faire une sortie avec mon scoot à toute vitesse, sans casque. Et puis comme ça, de toute façon, advienne que pourra. Le à chaque fois que, dépendance comportementale. Monsieur Skinner a montré une chose très intéressante, c'est qu'on peut se déconditionner. Et le chien ne lui a pas demandé son avis, il l'a déconditionné. Il a fait quoi? Au début, à chaque fois qu'il entend la sonnerie, le pauvre chien, il salive. Sauf que la salivation va diminuer au fil du temps. Si pendant plusieurs semaines, on ne présente plus que la sonnerie, mais qu'on ne lui donne pas de gamelle, au bout d'un certain temps, le chien va arrêter de saliver. Donc, clairement, une des solutions qui est évidemment expérimentée par les addictologues et puis qu'on va proposer aux patients que nous suivons, c'est de dissocier les sonneries de l'habitude que nous avons prise de consommer du tabac ou de l'alcool ou du cannabis ou de sortir en scout quand on est énervé. Et on va voir que les envies sont beaucoup moins importantes et que progressivement, on n'y pense plus. Donc en fait, c'est ce qu'on appelle les pensées conditionnées. Chez les addicts, l'association de certaines situations va entraîner la prise du produit et ensuite, ces situations me font penser que je dois consommer mon produit. D'accord? Donc voilà, on en est à la dépendance psychocomportementale. Alors ces fameuses sonneries, chez tous les addicts, il y en a 3 types, plus une. Les événements de ma journée, les rituels. Pour les cigarettes, moi j'appelle ça les cigarettes métronomiques. Le matin, quand je me lève, après mon café, je vais me prendre une cigarette. Avant d'aller travailler, de passer le pas de la porte du travail, je vais me prendre une cigarette. À la pause, avec mes collègues, je vais me prendre une cigarette, etc. etc. Les sonneries sensorielles. Avec un whisky, je vais me prendre une cigarette. Par contre, alors là, on me sert une bière, j'y pense pas du tout. On me sert un café, je vais y penser sérieux. Par contre, si on me propose un thé, je ne vais pas y penser. Les déclencheurs sensoriels sont, l'air de rien, assez intéressants. Alors, ce qui est particulier, c'est que
les déclencheurs ou les sonneries événements et sonneries sensorielles, tous les addicts qui se connaissent un peu finissent par les connaître, leurs sonneries. Et donc, en général, quand on essaye de réduire ses consommations ou son comportement addictif, les usagers, on va dire ça comme ça, vont essayer de supprimer certaines sonneries ou dissocier certaines sonneries dans le temps de leur journée pour mettre à distance certaines de leurs réponses comportementales. Troisième sonnerie, elles sont plus embêtantes parce qu'elles sont imprévisibles. Ce sont nos émotions. Les émotions, elles sont toujours secondaires, soit un événement qui me tombe dessus, soit à une activation d'une mémoire traumatique. Donc, par définition, je ne peux pas la prévoir, cette sonnerie émotionnelle. Et donc, elle me tombe dessus, et donc la pensée automatique d'aller consommer, ou mon produit ou mon comportement, va me tomber dessus comme ça. Hein. Et c'est encore plus difficile de gérer et de changer mes réponses comportementales en face de sonneries émotionnelles qui sont post-traumatiques parce qu'elles sont extrêmement rapides et en général extrêmement intenses. On a donc vu et compris la dépendance psycho-comportementale. Alors maintenant, il y a quand même un certain pourcentage de gens qui n'en restent pas là. Et le développement de la troisième couche, c'est-à-dire la dépendance pharmacologique, elle va se développer plus ou moins vite. Mais en tout cas, il faut une constante pour avoir cette dépendance pharmacologique, c'est que les produits en particulier, ou les substances qui vont arriver au cerveau par mon comportement, il faut que le déclencheur soit assez brutal. Et donc, par exemple, pour les substances psychoactives qui vont donc aller au cerveau, celles qui vont entraîner des dépendances, ce sont des molécules qui arrivent vite au cerveau, c'est-à-dire que le temps est court entre le comportement et l'arrivée de la molécule active dans le cerveau. La façon la plus rapide de faire arriver une molécule dans le cerveau, c'est de la fumer. Donc les fumeurs de tabac, les fumeurs de cannabis et les fumeurs de produits, d'autres produits vont évidemment développer des addictions en général pharmacologiques très rapidement. Mais toutes les autres substances qui sont consommées, l'alcool, ça passe par voie digestive, mais ça passe aussi par voie respiratoire. Et donc l'éthanol arrive très vite au cerveau, l'air de rien, beaucoup plus vite qu'on ne le pense. Les personnes qui se souviennent de leurs premières ébriétés se souviennent à quelle vitesse ça arrive. Et puis, il y a les injections. Hein. Il y a aussi des façons de faire pénétrer des choses par la peau. Hein. Et puis, de faire pénétrer aussi des choses par voie nasale parce que le cerveau, il est juste au-dessus. Voilà. Donc, en fait, déjà bien comprendre que ces molécules, ce n'est pas n'importe quelle molécule. Particularité, elles arrivent très vite au cerveau. Et deuxième particularité, quand elles arrivent au cerveau, eh bien, elles vont, parce qu'elles font du mimétisme, elles ressemblent sur le plan moléculaire à des molécules que nous avons dans notre cerveau. Elles vont jouer un petit peu le rôle de fausse clé et cambrioler le système neurologique. Et le système neurologique, apparemment, se laisse tromper par ces molécules qui ressemblent à des molécules qui sont des neuromédiateurs de notre cerveau. La nicotine ressemble à l'acétylcholine. L'éthanol ressemble à la morphine. Le tétrahydrocannabinol ressemble aussi à la morphine. Les produits opiacés ressemblent aussi à la morphine que notre cerveau est capable de fabriquer. Et je vous en raconterai d'autres. Quand on a développé une addiction au sport, par exemple, c'est pour ça que je dis tout le temps le sport c'est très mauvais. Bon, faut pas me croire en fait. Hein. L'activité physique c'est très 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 bon. Le sport pratiqué à outrance peut entraîner des douleurs, et comme il y a des douleurs, mon cerveau va fabriquer de la morphine, et donc je peux me shooter à la douleur en libérant dans mon cerveau de la morphine. D'accord ? Donc en fait, toutes ces molécules qui sont consommées, tous ces comportements, vont entraîner dans le cerveau des mécanismes qui existent déjà, hein, mais ils vont les provoquer de façon exagérée, évidemment. Alors, quand on est devenu dépendant pharmacologiquement, excusez-moi, on a un problème. C'est que là, on ne consomme pas on ne consomme pas seulement à chaque fois que, on consomme parce qu'on ne peut plus faire autrement.
Et à ce moment-là, on développe des compulsions qui sont guidées par le manque. Hein. Et le manque, on va voir que ce sont des symptômes qui sont extrêmement embêtants, extrêmement gênants et qui peuvent vraiment entraver le cours normal d'une vie. Alors, toutes les molécules que nous allons être amenés à consommer et qui entraînent des addictions ou des dépendances pharmacologiques, en fait, vont répondre à quelque chose de particulier, c'est-à-dire que le cerveau réclame sa dose. Et donc, quand on est devenu pharmacologiquement dépendant, très tôt, imaginons que mon réveil matin sonne à 6h30, hein, et la quantité de cette molécule dont j'ai besoin est très basse puisque je n'ai pas consommé pendant la nuit. Donc, le taux de cette molécule a baissé. Et donc, il va falloir que j'ai un comportement qui me fournisse une certaine quantité de cette molécule-là. En général, ça ne suffit pas, donc il m'en faut un deuxième ou un troisième. Et puis ensuite, dans la journée, je vais osciller autour de ce que l'on appelle une dose de confort, qui se trouve malheureusement être la même tous les jours. Donc là, on est quand même grave robotisé, hein, si vous me voyez venir avec mes gros sabots. C'est-à-dire que le cerveau d'une personne donnée a besoin tous les jours d'avoir la même dose de cette fameuse molécule, je ne vais pas vous détailler tout ça ici, pour être bien. Et donc, si on n'a pas sa dose, ça ne va pas. On est bien entre telle dose et telle dose, là on est confort. Et si évidemment on a dépassé la dose, berk. Hein, parfois, on n'est pas très bien quand même. Donc en fait, chaque personne qui a une addiction avec une dépendance pharmacologique est tenue très vite le matin d'obtenir sa dose pour être normal, pour être confortable. Alors, et s'il n'a pas ces effets, il y a un syndrome de manque qui est assez univoque d'ailleurs pour à peu près tous les comportements addictifs ou à peu près pour tous les produits. On est énervé, irritable, agité physiquement, on peut être fatigué, on peut être hyperactif, on peut avoir des troubles de la concentration intellectuelle, des troubles de la mémoire, on peut avoir des troubles de l'attention, on peut vraiment ne pas capter ce qui est en train de se passer autour de nous, on peut être triste, on peut être angoissé, c'est pas une dépression, hein, mais on peut être triste, angoissé. Puis après, on peut avoir des symptômes physiques, c'est-à-dire on peut avoir mal à la tête, on peut avoir une bouche sèche, au contraire, une hypersalivation, on peut trembler, on peut avoir l'impression d'avoir les guiboles qui ne nous portent plus, on peut avoir des frissons, on peut avoir des contractions musculaires, on peut avoir des troubles digestifs, des coliques, des diarrhées ou des constipations, on peut avoir une hypersomnie ou des insomnies. Bref, on ne peut pas dire que ce soit très confortable. Et en fait, les gens ne consomment plus que pour soulager cet état-là qui est fortement difficile à vivre. Alors, je ne vais pas vous redéfinir tous les effets de toutes les substances, mais la nicotine dans le tabac est plutôt classée parmi les substances psychostimulantes. Hein. Ça peut améliorer la mémoire, ça peut améliorer la vigilance, ça peut améliorer la rapidité des tâches intellectuelles, ça peut améliorer la concentration intellectuelle, ça peut améliorer l'attention, la vigilance. C'est aussi une molécule qui donne du peps, hein, donc quand on ira de la place, prendre une petite cigarette, effectivement, il peut avoir sur l'instant T, en tout cas, l'impression d'être plus tonique. Sur les effets périphériques, neurologiques périphériques, la nicotine, elle peut être vachement intéressante hein, pour certains consommateurs. Ça augmente la glycémie, donc je peux sauter des repas, je ne vais pas sentir la faim. Ça vide mes adipocytes, c'est-à-dire mes cellules de ces réserves graisseuses qui nous embêtent bien de temps en temps. Et donc, évidemment, je peux être plus mince alors que je mange peut-être pas très équilibré parce que j'ai un capital graisseux moins important. La nicotine accélère le transit intestinal, donc c'est assez facile le matin de prendre une petite cigarette avant d'aller au travail et puis d'aller directement se soulager nos intestins. Ça améliore la vidange de notre estomac, enfin bref. La nicotine a plein d'avantages et donc
je vous le disais tout à l'heure, les consommateurs de substances psychoactives, et en l'occurrence à la nicotine, ne sont pas des idiots. Hein. Ils sentent bien que ça comporte des avantages. Bon, avec le temps, ces avantages disparaissent. Hein. Alors, le cannabis, le tétrahydrocannabinol, alors lui, comme l'alcool en fait, hein, ils ont à peu près les mêmes effets, mais par contre pas sur la même durée après la consommation. C'est plutôt des effets euphorisants, des effets de régulation de l'humeur ou de l'anxiété. Hein. Le cannabis comme l'alcool sont très souvent utilisés comme des anxiolytiques. Ce sont des substances qui sont un peu désinhibitrices et surtout, alcool, cannabis, produits opiacés, ce sont des molécules dissociantes puisqu'elles vont stimuler les récepteurs à la morphine de notre cerveau. Et donc, quand il y a quelque chose qui ne nous va pas dans notre vie, hop, on se met à distance de cela en consommant peut-être certains de ces produits ou en ayant un comportement qui me fait peur. Je joue au casino tout l'argent du foyer en une seule soirée à la fin du mois quand j'ai eu mon salaire. Ben là, je me suis fait la trouille d'enfer. Libération de morphine dans mon cerveau, quand c'est encore possible s'il y en a. Et là, je me dissocie. La cocaïne, bah évidemment, c'est plutôt une substance psychostimulante, un peu boostante et puis désinhibitrice. Et produits opiacés, je vous en ai parlé, surtout des substances dissociantes. Bah, quand on en est venu là, vous avez compris, on a des impériosités à consommer. Et quand on a un professionnel de santé qui nous dit bah, « Madame, monsieur, arrêtez ce machin-là, ça ne vous sert à rien », un peu difficile à avaler comme pilule. Hein. Le professionnel de santé a surtout à nous dire « Là, je vois que vous êtes dépendant, on va faire le point avec vous ». Alors, vous devez vous dire « Mais qu'est-ce qu'elle va nous raconter avec ce schéma qui sort d'on ne sait où ?» Dans notre cerveau, qu'est-ce que c'est que cette dépendance pharmacologique? Nous avons un système neurologique extrêmement puissant. Sans doute, vous avez dû en entendre parler. Dans le temps, on l'appelait le cerveau reptilien ou le cerveau archaïque. Alors, si je me fais une coupe comme ça de mon cerveau, vous voyez, longitudinale, et puis que je prends deux flèches qui vont en perpendiculaire dans mon cerveau, il y a un petit pois chiche, en fait, dans mon cerveau. C'est vraiment tout petit, qu'on appelait ce cerveau reptilien, ce cerveau archaïque. Alors maintenant, on l'appelle le cerveau mésolimbique de la récompense. On se fiche complètement du nom. L'essentiel, c'est de comprendre. Ces neurones qui sont dans ce cerveau-là, souvenons-nous d'un truc, c'est que notre cerveau est là pour nous permettre de vivre. Et le cerveau reptilien, lui, il est chargé de la vie biologique. En gros, vous pouvez vous représenter que ce petit pois chiche contient des neurones qui sont votre super intendant. C'est-à-dire que ces neurones-là connaissent tous les niveaux de réglage biologique dont vous avez besoin. Quelle quantité de sucre, quelle quantité de sodium, quelle quantité de potassium, quelle quantité d'urine vous pouvez contenir au maximum dans votre vessie, quelle température vous avez besoin d'avoir, quelle quantité d'oxygène vous avez besoin dans votre corps. Si un de ces niveaux de réglage n'est pas satisfait dans notre corps, nous avons des cellules qui apportent des messages à ce petit pois chiche et s'il y a un dérèglement biologique, ces neurones vont nous envoyer des signaux d'alerte pour absolument, coûte que coûte, aller nous mettre en action. On arrête toutes affaires cessantes pour aller corriger les niveaux par des actions impérieuses qui dépassent notre volonté. Exemple, j'ai pas fait de pipi depuis un certain temps, j'ai la vessie qui est à ras-bord. Essayez de vous dire non, je n'ai pas envie d'aller faire pipi. Essayez toujours, il y a un moment, il faut aller vider votre vessie. Ce sont ces neurones-là qui régulent vos besoins. Et lorsque vous allez mettre en place cette action, parce que les signaux que vous a envoyés ce cerveau-là, le cerveau archaïque, ces neurones-là, ce sont des signaux de manque. Nervosité, agitation, agressivité, tristesse, anxiété, j'arrive plus à réfléchir, j'arrive plus à mémoriser, je commence à avoir mal à la tête, je commence à avoir mal au ventre, bref, j'ai des douleurs. Ça vous rappelle quelque chose que je vous ai dit sur le syndrome de manque des gens qui ont une maladie addictive. Donc en fait, c'est ce neurone-là qui envoie ces messages de manque.
Je dois absolument aller les soulager. Et donc, quand je vais, parce que j'ai un besoin précis, mettre en place une action, j'ai un système de rétrocontrôle qui va informer mes neurones que je suis bel et bien en train de mettre l'action qui va me permettre de rester vivante. Je sais pas moi, je vais faire pipi ou je vais boire, par exemple. Ces neurones du rétrocontrôle vont libérer une substance qu'on appelle l'acétylcholine. Cette molécule, elle a la forme d'une petite clé, c'est-à-dire qu'en 3 dimensions, elle a une forme très très particulière, et sa forme très particulière va lui permettre de se faire reconnaître par une serrure, on va appeler ça comme ça, neuromédiateur, neurorécepteur, à la surface des neurones qui m'ont envoyé le message de manque. Et quand l'acétylcholine se fixe là, ce système du cerveau de la récompense, et c'est pour ça qu'on l'a appelé comme ça, va nous récompenser d'avoir mis en place l'action qui nous permet de rester vivant. Regardez, quand vous faites pipi au début de votre miction, mais qu'est-ce que c'est bon! Quand vous crevez de soif et que vous buvez un verre d'eau qui n'a strictement aucun goût, mais que c'est bon! Quand vous mangez un vieux crouton de pain sec qui a traîné sur la table et que vous n'avez pas mangé depuis 8 heures, mais il est délicieux, divin ce morceau de pain. Qu'est-ce que c'est ça? Eh bien, c'est que les neurones, identifiant que j'ai enfin compris et que je suis bien en train de faire ce qu'il faut, vont libérer de la dopamine. Et ils peuvent aussi libérer un petit chouïa de morphine, parce que ça va me calmer un peu quand même. Mais c'est surtout la dopamine qui est récompensante. Quasiment toutes les substances addictives vont entraîner la libération de dopamine dans le cerveau. Comment? Eh bien, je vous ai parlé tout à l'heure de ces molécules, toutes ces molécules qui ressemblent comme 2 gouttes d'eau, soit à l'acétylcholine, soit à la morphine. D'accord? Donc en fait, quasiment tous les comportements addictifs vont entraîner l'activation de ces neurones avec la libération de dopamine ou la libération de morphine. Oui, et alors? Pas grave, me direz-vous. C'est pas gênant. Si un petit coup je me fais du bien en faisant ce qu'il faut pour ma vie, un petit coup je me fais du bien en buvant un verre d'alcool, où est le problème? Le problème, il est là. Il y a certains individus qui ont en face de ces shoots, soit des shoots intraveineux, soit des shoots intra-respiratoires, soit des shoots digestifs et respiratoires. D'accord? Vous avez des gens qui, en face de ces shoots, ont des membranes neuronales très sensibles qui vont très vite comprendre que la molécule que vous leur envoyez, ce n'est pas la molécule qu'ils attendent. Et ils vont développer ce que l'on appelle des phénomènes d'adaptation membranaire ou de modification de la structure des membranes ou ce que l'on appelle un phénomène de tolérance. C'est-à-dire qu'ils vont développer des systèmes supplémentaires en espérant que vous n'aurez plus les effets bénéfiques à consommer ce que vous consommez. Manque de bol, si j'ai plus les effets que j'avais au départ, j'ai le choix. Soit je m'arrête, c'est ce que font certaines personnes, mais une très grande majorité de personnes, quelle réaction vont-ils avoir? Ben oui, ils vont augmenter leur consommation ou la fréquence de leur comportement ou l'intensité du risque avec leur comportement pour pouvoir apporter autant de fausses clés au système, ouvrir la libération de dopamine ou de morphine et donc rester confortable. Ce qui fait que quand on essaye de se sevrer, on a un petit problème. Quand on est déjà arrivé au 3e étage de la dépendance, c'est-à-dire la dépendance pharmacologique, le problème, c'est qu'on arrive à avoir des neurones comme ça, et il n'y a plus assez de molécules, c'est-à-dire de clés, pour remplir le système et stimuler la libération de dopamine. Et si je ne libère plus de dopamine ou de morphine, je suis comment? Je suis en manque, avec toute la série de symptômes que je vous ai expliqués tout à l'heure. Alors, une question qui arrive très très souvent, c'est, oui mais alors là docteur, vous êtes en train de nous dire que nos neurones ils sont modifiés, mais est-ce qu'ils sont modifiés à vie? Alors je vous aurais répondu il y a 30 ans, vraisemblablement je vous aurais dit une grosse bêtise.
Parce que moi, à la faculté, il y a 40 ans, on nous disait que les neurones, une fois qu'ils étaient abîmés, ils ne se réparaient pas. Eh bien, aujourd'hui, je peux vous faire une réponse différente. Vous avez dû entendre parler de la plasticité neuronale. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'en fait, un cerveau est plastique. Il est en permanence en train de s'adapter à ce qu'on lui fait subir, à ce qu'on lui fait vivre. Il s'est adapté à l'arrivée de molécules qui n'ont rien à faire dans ces structures. Mais si on lui enlève, eh bien, et surtout si on l'aide à passer le cap de la période de manque, il va pouvoir cicatriser, on va appeler ça comme ça, réparer ces membranes, et il est fort probable que nous puissions récupérer un état membranaire quasi normal. Je mets un bémol, c'est que les membranes qui ont été chatouillées, irritées par l'arrivée de molécules qui n'ont rien à faire dans notre cerveau, gardent une mémoire, on l'a vu, des conditionnements de place, des émotions dans lesquelles on consommait, ça c'est la dépendance psychocomportementale, mais aussi la mémoire de ces molécules qui sont arrivées, et donc on le sait bien, si vous êtes concerné, je suis sûre que ça vous parle, c'est-à-dire que si on s'est sevré pendant 8 ans, et qu'on reprend 2, 3, 4 cigarettes, vous avez vu à quelle vitesse le processus repart, et nous savons aujourd'hui qu'on peut revenir à cet état-là très 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 vite, et à la nécessité de reconsommer nos 20 cigarettes d'antan, alors que ça faisait 8 ans qu'on n'avait pas consommé du tout. Voilà, mais en tout cas, le phénomène de réparation existe, et c'est vraiment très important de comprendre ça, parce que la maladie addictive, c'est bel et bien une maladie chronique, mais on peut vraiment avoir des périodes de rémission très longues, et l'idéal, c'est que cette période de rémission, elle soit définitive, hein, et qu'on en guérisse et qu'on en sorte évidemment totalement. Donc vous avez bien compris le mécanisme, je l'espère en tout cas, de la dépendance, avec un système à plusieurs étages, c'est-à-dire que c'est des tiroirs qui s'ouvrent, hein, possiblement dans le temps, et ça peut aller plus ou moins vite pour en arriver là, c'est-à-dire à une triple dépendance. Alors, je voulais aujourd'hui que vous compreniez la dépendance. Je ne suis pas là pour vous expliquer les différents traitements. Toujours est-il que de façon très générale, quand on est décidé à se séparer de ce foutu comportement ou de ce foutu produit, il faut aller voir un professionnel. Hein, donc il faut aller voir son médecin généraliste ou un professionnel de santé ou un addictologue si on le souhaite. Hein. En général d'ailleurs, l'addictologue ne travaille pas tout seul, sauf il est multi-compétences, comme les couteaux suisses. Hein. Mais voilà, il faut aller voir un professionnel quand on a une maladie addictive chronique. Qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va d'abord vous écouter. L'addictologie, c'est une médecine technique, mais humaniste. Et donc, on va écouter votre histoire, on va écouter ce que vous êtes, comment vous fonctionnez, et on va évaluer votre dépendance. Et on commence toujours par aller regarder, interroger la dépendance pharmacologique. Et c'est la première chose qu'on va soulager avec des médicaments qui ne sont pas des médicaments qu'on va prendre à vie, bien évidemment, hein. La durée de ces traitements est plus ou moins longue selon l'addiction et la complexité de cette addiction. Ce sont des médicaments qui n'ont pour fonction que de se substituer à la substance psychoactive que vous consommiez ou à la substance psychoactive libérée par votre cerveau quand vous aviez ce comportement addictif. Et donc, ce sont des médicaments que l'on prendra de façon transitoire pour soulager les états de manque. Vous voyez, si je reprends la dépendance au tabac avec ces mécanismes-là, la nicotine de substitution, elle va venir compléter les récepteurs, mais au lieu d'être fournie sous forme de shoot, ça c'est la cigarette, ou la cigarette électronique, ça on n'en veut plus. On va fournir la nicotine en flux continu, c'est le timbre. Hein, et donc on est soulagé, mais on ne crée plus de dépendance.
Une fois qu'on a soulagé la dépendance pharmacologique, eh bien, on va pouvoir s'occuper de vos automatismes, de vos réflexes, de vos gestes, de vos pensées conditionnées. Et là, on va utiliser plutôt ce qu'on appelle les thérapies cognitivo-comportementales. C'est-à-dire que là où vous aviez une réponse comportementale qui était d'aller consommer dans telle situation, on va vous accompagner pour que vous imaginiez des stratégies alternatives, c'est-à-dire d'autres comportements qui auront le même effet, mais qui ne vous conduiront pas à la consommation. Et puis, cognitif, c'est-à-dire que parfois, il faut revoir nos modes de pensée. Il y a des personnes qui pensent de travers, en fait. Au lieu de regarder la vie de façon réaliste, ils interprètent en permanence les événements. J'ouvre mes volets, il pleut. Premier cas de figure, je suis réaliste, il pleut. Je vais mettre des bottes en caoutchouc. Deuxième type de pensée, il pleut. Oh, il y en a marre, mais qu'est-ce que je fais en Touraine? Qu'est-ce que c'est que ce fichu temps? Je n'aurais jamais dû déménager en Touraine. Je prends toujours des mauvaises décisions. Décidément, je suis nulle. Et allons-y. Qu'est-ce que ça donne des pensées interprétatives? Ça donne des émotions négatives. Et c'est pour soulager ces émotions créées par mes propres pensées que je vais consommer. Donc, il est important de revoir parfois nos modes de pensée. Et puis, ensuite, on va s'occuper de la dépendance psychologique, c'est-à-dire toutes ces fonctions que j'avais attribuées à mon comportement addictif ou à la consommation de ce produit. Il va falloir que je change ma façon de voir ce produit ou ce comportement dans ma vie, que je lui fasse plus de place, et puis peut-être que je travaille un peu le fond de mon histoire, le fond de ma vie, et puis quand j'ai des mémoires traumatiques, alors très vite, qu'est-ce que c'est que des mémoires traumatiques? Un psychotraumatisme, c'est un très très gros mot, on a l'impression que c'est un viol, des maltraitances physiques, alors oui, ces événements sont des psychotraumatismes. Et la vraie définition d'un psychotraumatisme, c'est j'ai vécu un ou des événements, uniques ou répétés, en face desquels, au moment où je les ai vécus, mon cerveau de l'époque n'avait pas les ressources pour donner du sens à cette situation, ou pour apporter une solution ou une réponse adaptée à cette situation, et pour me sortir peut-être d'une situation donnée. Ne pouvant pas donner du sens ou ne pouvant pas apporter de solution, évidemment, c'est souvent dans l'enfance que l'on vit des psychotraumatismes parce que je n'ai pas encore assez d'expérience quand je suis un enfant et en bagage, je n'ai pas encore une réserve de mémoire suffisante pour donner du sens ou pour trouver des solutions à ce qui est en train de m'arriver. Si mon cerveau de l'époque ne donne pas de sens à une situation, c'est un événement anormal. Même si c'est un événement, pour les autres, très important. Mais moi, si je ne peux pas lui apporter du sens, je me souviens d'une dame, par exemple, qui me disait « mais moi, c'était horrible, j'ai peur de la violence, et c'est terrible, j'ai très très peur ». Cette dame, en fait, l'événement d'origine, elle avait eu 2 années consécutives un instituteur qui, lorsque l'enfant ne travaillait pas bien en classe, le faisait venir sur l'estrade, le déculottait, lui donnait une fessée devant tout le monde. Et cet enfant, à l'époque, c'était sa petite copine qui avait été frappée de cette façon-là et elle avait fini par faire pipi sur l'estrade devant tout le monde. Vous allez me dire, c'est horrible, clairement. Mais voilà, donc, à l'époque, elle n'a pas compris ce qui se passait. L'instituteur était une figure d'autorité et de sagesse et ne devait pas être une figure de violence. Voilà, donc, lorsque nous avons vécu des situations que notre cerveau ne pouvait pas gérer, il a pris ces mémoires-là et il les a mis dans un réseau complètement à part, ce qu'on appelle un réseau annexe, en essayant de les endormir avec de la morphine. Le problème, c'est que ces mémoires-là, de temps en temps, elles s'ouvrent alors qu'on leur demande rien. Et à ce moment-là, dans ces situations, à l'âge adulte, je peux avoir des émotions qui sont complètement démesurées par rapport à l'événement que je suis en train de vivre au présent. Ça donne ce qu'on appelle un trouble de la régulation des émotions ou un trouble de la régulation des affects. Bref, pour traiter la dépendance psychologique, parfois, pas tout le temps,
On va utiliser aussi les thérapies cognitivo-comportementales, mais celles que l'on appelle de 3e génération, c'est-à-dire toutes les approches qui permettent de réduire nos stress. Alors, au minima, vous avez la méditation de pleine conscience, le yoga, la cohérence cardiaque, mais vous avez aussi d'autres approches, et en particulier le traitement des mémoires traumatiques. Alors, sans même traiter les mémoires traumatiques, on a aussi l'hypnose, qui est l'hypnose ericksonienne, pas toutes les hypnoses, pas l'hypnose suggestive, mais la psychothérapie en hypnose ericksonienne. C'est notre cerveau qui va réorganiser nos mémoires et apporter des solutions, mais en partant de nos propres ressources mémorielles. Et puis, dans le cas de mémoire traumatique vraie, il faut utiliser une technique psychothérapeutique qui est validée, qui est le MDR, pour Eyes Movement Desensitization, c'est-à-dire qu'on désimpacte ces mémoires émotionnelles, and reprocessing, c'est-à-dire on reprogramme. Donc en fait, c'est une réorganisation extrêmement rapide des mémoires avec nos propres ressources. Ce n'est pas le thérapeute qui fournit de la solution, c'est les propres mémoires du sujet qui vont aller soigner le petit enfant ou le jeune adolescent qui se trouve en difficulté. Donc, on n'est pas, dans tous les cas de dépendance ou d'addiction, obligé de faire tout ça. Mais quand il y a une dépendance pharmacologique, il faut prescrire des traitements. La dépendance comportementale, il faut trouver des réponses alternatives, ça c'est évident, mais si on reste comme ça devant nos conditionnements et nos sonneries, on va être extrêmement handicapé. Réduire les stress, ça c'est sûr. Alors, il y a une pratique sur la réduction du stress. Donc, on a dit méditation, cohérence cardiaque, hypnose ericksonienne, et puis activité physique. Et puis, tout ce qui est plaisir, se faire plaisir, c'est vraiment quelque chose de très important quand on va aussi vouloir régler une maladie addictive. Voilà. Alors, très souvent, ça se fait avec un professionnel de santé qui peut travailler dans une équipe ou qui peut envoyer à des correspondants, des psychologues, des psychothérapeutes, des éducateurs sportifs. C'est pour ça que les kinés aujourd'hui s'occupent aussi beaucoup de maladies addictives. Voilà, mais puis après, il y a des professionnels qui ont certaines pratiques en plus de l'addictologie ou de la psychiatrie ou de la médecine générale. Voilà, je crois que nous avons fait le tour. J'espère que vous avez compris ce que c'est que la maladie addictive ou une dépendance. Alors, toutes ne sont pas sévères, et tant mieux. Beaucoup de gens vont se sortir d'une conduite addictive seuls ou avec des soutiens sociaux, la famille, des amis, enfin voilà, donc heureusement d'ailleurs, parce que sinon le système de santé serait très lourdement chargé alors qu'il est déjà beaucoup. N'empêche que si vous ne vous en sortez pas, il faut aller voir un professionnel de santé. En tout cas, tout ça doit se passer dans des conditions avec une bonne alliance thérapeutique. Le professionnel qui doit vous recevoir doit être ouvert, tolérant, non jugeant, et il doit faire avec ce que vous êtes. Et il doit vous permettre d'obtenir l'objectif qui est le vôtre. Voilà. Donc, je vous souhaite... en tout cas de mûrir tout ce que nous nous sommes dit et ce que vous aurez compris aujourd'hui, que vous en fassiez quelque chose qui pourrait vous faire approcher de la décision peut-être d'un sevrage, en tout cas d'une demande, d'un accompagnement. Je vous remercie.